Bonjour, mon nom est Sarto Blouin. Bienvenue à mon podcast Give Me a Break World Tour. Je reçois comme invité aujourd'hui quelqu'un qui a voyagé, mais beaucoup, et qui a voyagé différemment du client lambda qui va dans un tout inclus à Cuba. Alors, et j'ai nommé Raymond Boulanger. Merci Raymond de venir à mon podcast. Est-ce qu'on fait une petite bio rapidement? Raymond, personne ne le connaît, c'est un homme très discret, 2 enfants, puis très, très tranquille. Dans une ancienne vie ou dans une autre vie, il a voyagé beaucoup. Il a fait l'objet de documentaires, je pense, qui s'appelle Le Dernier Vol, une série documentaire très intéressante de 4 épisodes que je vous recommande. Il a fait aussi, ils ont fait un livre sur sa vie qui s'appelle Raymond Boulanger, le pilote mercenaire, que j'ai trouvé très bien documenté, très bien écrit par le journaliste avec la collaboration évidente de détails, de moult détails intéressants sur ta vie, Raymond. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment le point de vue de Raymond Boulanger qui, en novembre 92, pour la petite histoire, et puis on ne reviendra pas là-dessus, Raymond a été arrêté à Casey, dans le nord du Québec, dans Mauricie, en fait, pour avoir transporté une grande cargaison de cocaïne pour le cartel de Medellín ou de Cali, je pense. Ça, c'est Cali. Cali? Ben, en fait, pour être précis, là, quand on parle de cartel, là, le monde a l'opinion populaire que Cali et Medellín, c'est 2 cartels différents. C'est toute la même chose. Mais le vol de Casey, en fait, impliquait des gens de Cali, de Medellín, de Bogota, puis de plusieurs autres. En fait, il y avait 6 investisseurs dans le vol de Casey. Fait que le mythe qui existe dans le monde moderne, populaire, qui dit qu'il y a un cartel de Cali, c'est des cartels qui se mettent ensemble. Puis c'est des groupements de personnes qui se mettent ensemble. Puis les premiers cartels, ils ont commencé à se former par des groupements d'hommes trafiquants. Là, de trafiquants. Qui combinaient leurs affaires. Pablo Escobar, c'était l'originaire de l'assemblement des cartels, la mise en marche. C'est lui qui était à la tête de cette syndication-là. Il faisait comme un syndicat de plusieurs groupes pour avoir des escomptes de volume ou transporter des plus grosses quantités ou quelque chose comme ça? Oui, c'est que Pablo avait déjà des installations établies aux États-Unis. Il avait appelé ça les routes puis les portes. Alors, les autres trafiquants, ils mettaient leur charge avec lui pour faire transporter leur matériel à eux, aux différents endroits, par Pablo. Okay. Mais Pablo, il prenait une cote, sur ça, il prenait 20% de chaque chose. Fait qu'il se ramassait avec toute la coke des autres, 20% de tous les shipments. C'est ça, l'origine des cartels. Okay. Fait qu'il faisait comme un charter. C'est ça. Lui, il avait les routes, puis il avait les portes d'entrée. OK. Que les autres n'avaient pas. Fait que les autres, ils voulaient distribuer, mettre leurs produits au marché américain. Alors, ils se sont engagés avec Pablo. Pablo, il livrait la marchandise pour eux autres. Il prenait sa cote et puis il garantissait le remboursement du coût total s'il y avait une perte de marchandise. Ça fait que c'était intéressant. Parce avec son 20%, ça lui prenait au moins 5 voyages pour... Puis les autres, ils étaient très contents parce qu'au prix que ça coûtait en Colombie, ça se vendait beaucoup plus cher. La marge de profit permettait toutes ces choses-là. Dans le fond, tu as travaillé pour ce que j'ai lu dans le dossier de presse, tu as travaillé pour la CIA, tu as travaillé pour les cartels, tu as travaillé pour les Contras au Nicaragua. C'était la CIA aussi, ça, je présume? C'était un groupe révolutionnaire organisé par la CIA. Pour renverser un régime communiste au Nicaragua. Et puis, pour faire ça, il n'y avait pas le droit d'impliquer de l'argent américain directement dans le renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Ouais, mais... Ils étaient démocratiquement élus au Nicaragua. Alors, le renversement de ça, ils ont financé ça avec la coke. Et qui était au lit avec Pablo, puis tout le monde, puis la coke s'en allait là, puis on la livrait là. C'est la CIA qui faisait ça. Puis pauvre Reagan, qui était président à l'époque, n'était même pas au courant.
Quand il a découvert... il cachait ça au président, je présume, là, parce que sinon, il n'aurait pas les mains Les blanches. dirigeants de toute l'opération avaient tous les bureaux dans la Maison-Blanche, dans le sous-sol de la Maison-Blanche. Ah ouais. Puis ils ont tous été arrêtés conséquemment. Un amiral, un général de l'Air Force, puis un colonel des US Marines. Et puis plusieurs autres, ils ont été accusés, mis en accusation, condamnés, puis sentencés. Puis Bush, quand il est tombé président, il a tout pardonné. Bush père, oui, OK. Ouais. Après Reagan. Bush père, oui, OK. Qui était directeur de la CIA à l'époque, ça se passait. OK. Bon, ceci explique cela. Donc, tu as travaillé, disons, comme transporteur, comme pigiste, tu as toujours été à ton compte, ce que j'ai compris. L'endroit où Pablo Escobar habitait, là, ça s'appelait l'Hacienda Napoles. Est-ce que dans le livre, on parle que tu avais fait du jet ski avec lui, puis que tu mangeais, etc. Est-ce que lui avait une piste d'atterrissage sur son terrain? Oui, c'était énorme, le terrain. Là, c'était grand. Oui, c'était presque grand comme la moitié de l'île de Montréal. Ah oui, OK. Fait que, ton premier voyage, Raymond, dans la vie, là, peut-être pas en avion, mais ton premier souvenir de voyage, tu te rappelles-tu où tu étais allé? Enfin, oui, en 57, en Floride, à Miami, avec mes parents. Ah oui? Toute la gang en voiture, puis en toute la gang, mes frères et mes soeurs. Ah, OK. Mon frère et ma soeur, puis mes parents. Vous êtes descendu en Floride? Oui, puis quelques fois, à chaque été, c'était notre run, ça. On a arrêté à Stratford, au Connecticut, où le frère de ma grand-mère, son frère à elle, Georges, avait déjà établi pas mal de propriétés immobilières dans le sud, dans la Floride, Hallandale, tout ce coin-là. OK. Mais son garçon, lui, était ingénieur avec la compagnie Sikorsky, les hélicoptères, à Bridgeport, au Connecticut. Fait qu'on faisait toujours un arrêt là, visiter les deux tantes, les cousines de ma grand-mère, ou les tantes de ma mère, si vous voulez. C'est-tu en voyant les hélicoptères là, ou les avions que t'avais quel âge à peu près? Oh mon Dieu, 7-8 ans, 6-7 ans. Ouais. Mais c'est impressionnant de voir tous les hélicoptères, des milliers d'hélicoptères tous stationnés, là, prêts à être livrés, là, surtout pour le militaire. Là. Fait que ça, c'était votre petit stop traditionnel avant d'aller en Floride, c'est ça? Oui, chez mon oncle Georges, puis là, on allait voir l'homme Puis ton premier voyage en avion comme tel, tu te rappelles-tu? Ça devait être des avions de ligne, je présume, ou commercial? Mon premier voyage en avion de ligne, c'est quand j'ai revenu d'école en 61 de Prestwick en Écosse, sur un Bristol Britannia. Glasgow, Prestwick, Montréal. 14 heures de vol comme passager sur BOAC. Ah ouais, OK. Ouais, puis je me souviens encore de l'enregistrement de l'avion. Puis cet avion-là, il a fini 2 ans après écrasé sur une montagne près d'Innsbruck en Australie avec une équipe de footballeurs dessus. Là. Ah ouais. Tous décédés, ouais. GAOVO. J'étais là justement de l'avion. Fait que là, t'es-tu un type de voyageur, en fait, juste avant qu'on rentre en ondes, tu me disais que pour toi, les vacances, voyager en classe économique, dans un avion de ligne commerciale pour aller en vacances, non, c'est pas dans ton vocabulaire. Non. C'est business surtout. Ouais, okay. C'est surtout pour aller chercher des contrats. Pas classe business, mais business. Voyager en avion pour la business. Ça. Donc, finalement, c'est ce que je voulais dire, c'est toi, tu as voyagé différemment de tout le monde, une façon de voyager autrement. Parlons un petit peu avion. Je sais que quand on s'est rencontrés chez toi l'autre jour, j'étais abasourdi de ta compétences et tes connaissances en avionnnerie, là, parce que les gens t'appelaient puis tu disais « Oui, laisse-moi me remémorer le dashboard, pas le dashboard, mais le... » tableau de bord. Le tableau de bord, le piton à droite. Puis, tu sais, alors, je sais que tu connais les avions beaucoup, là. Combien tu connais de sortes d'avions que tu serais à l'aise à piloter, à peu près, là? Parce que tu me disais les Dash 9, les Dash 3, les Cessna, je te disais, j'avais traversé l'Atlantique Nord avec un petit Piper Aztec, 2 moteurs, puis tu dis, ah oui, puis tu sais, t'as piloté à peu près toutes les sortes d'avions, toi, non? Oui, beaucoup de sortes, beaucoup plus que la majorité des pilotes, parce que normalement, la carrière des pilotes, c'est d'obtenir une licence, puis se diriger vers l'instruction pour avoir suffisamment d'heures pour pouvoir appliquer aux lignes aériennes. Tout le monde vise le cockpit
Des gros 747, ouais, le 747. C'est le pattern normal de celui qui suit le cours, il veut devenir pilote de ligne. Toi, tu as pris un petit... Non, je suis pas un chauffeur d'autobus, moi. Oui, c'est ça. Mais moi, pilote de ligne, c'est comme chauffeur d'autobus. Pour toi, l'avion le plus facile à conduire, c'est quelle sorte? C'est-tu un Cessna? C'est-tu un... Ben, plus facile. Dépendant de quoi. Chaque avion a sa particularité, là. Mais il y en a qui sont plus difficiles que les autres. C'est du bonbon, là. Un J3, comme le premier avion que j'ai volé, là, c'est un Piper Cub. C'est affaire en tôle, faite en 1933, en toile. Avec un petit moteur 4 cylindres, avec une hélice en bois, puis pas de starter, partait ça à la main. Là. Ouais. Puis le plus difficile, qui est le plus difficile à piloter, ou enfin qui a beaucoup d'éléments, que tu dois tenir, plus d'éléments que tu dois tenir compte. Pour être difficile, pour te donner de l'ouvrage, là, c'est comme le C-46, c'est assez complexe comme avion. C'est une grosse ballonne, là, ça a l'air d'une baleine, là, mais des gros moteurs, puis c'est haut, puis c'est très puissant, mais elle a une grande queue. Et puis ça porte au vent, fait que on servait de ça, mais il fallait... Tu travailles plus fort. Oh, tu travailles. Faut que tu travailles. Le plus fun en vol, c'est-tu le J que tu viens de dire avant, c'est ça? Ou c'est une fois que tu maîtrises... Ben, ça dépend. Il y a beaucoup de sortes d'avions que j'aime beaucoup piloter. Le DC-3, entre autres, c'est un de mes préférés. C'est un standard, stable. Le Beech 18, c'en est un autre. Le Lockheed Constellation, que j'ai piloté pendant plusieurs années sur l'arrosage, c'est vraiment le top, là, des avions piston, là. Le DC-6, entre autres, c'est agréable à piloter, puis c'est le fun. C'est le fun. C'est vibrant, là. T'es live. Tandis qu'avec un jet, c'est tout des computers. T'embarques là-dedans aujourd'hui. Finalement, c'est plus stressant. C'est plus stressant un avion. Mettons un jet qui est tout à instrument, c'est moins stressant, mais c'est... Ben, c'est moins stressant, t'as rien à faire. C'est moins le fun. T'as juste à pousser les boutons quand tu allumes. Oui, mais t'as l'air à dire... L'autopilote fait le reste. À t'écouter, là, mais... Il n'y a plus de pilotage, là. Tu me racontais que des fois, tu faisais des transports, parce que c'était ta fonction première, ou enfin principale, de transporter des cargaisons. Pas beaucoup de gens, plus des cargaisons que du monde, plus de la marchandise que du monde que tu transportais. Ah, du monde, non. Ben, du monde quand c'était des forces spéciales ou des choses comme ça, là. OK, mais c'est pas des passagers. Oui, mais j'ai fait ça pendant plusieurs années, les passagers, surtout dans les Caraïbes. Je faisais des contrats d'hiver de novembre. Mm-hmm. Ah, OK. De novembre, aller vers la fin avril, début de mai. Des gens qui voulaient faire comme du Island Hopping. Et c'est tout ça, du Island Hopping. Ah, OK. Ouais. Fait que j'ai travaillé pour 2-3 lignes dans les Caraïbes. Ça, c'était le fun. C'est vraiment le fun. Mais c'était tous des petits vols courts d'une île à l'autre, là. Puis des fois, on passait la journée sur un île. Tu leur donnais-tu de la frousse à tes passagers, des fois? Là? Non, c'était pas... Non, c'est Strictly Airlines, ça. Mais si on exclut cette phase-là de passagers, t'as combien d'heures de vol, juste pour le fun? Oh, j'ai arrêté de calculer ça à 20 000 heures de vol, là. Ah, oui. Calcule plus ça, là. À un moment donné, on calcule plus ça, là. Le monde calcule ça pour leur dossier, puis pour rentrer dans les lignes. J'ai fait 2000 heures, j'ai fait 2000 c'est ça, heures. Nous, on s'en crisse de ça, là. On te met dans le cockpit, puis on montre-moi ce que tu sais faire. Mais c'est pas plus long que ça. Les papiers, on veut rien savoir. C'est plus de la performance, là. C'est de la performance. C'est pas le papier qui pilote l'avion. Pas besoin de ton diplôme, puis ton logbook, comme la plongée ou les... Pas besoin de ça. On n'a absolument aucune utilité pour ça. Tu me racontais aussi que tu arrivais dans des places où, après que tu avais fini ton travail, tu mettais le feu à l'avion. Pas moi qui faisais ça. Non, mais quelqu'un mettait le feu à l'avion. Ben oui. En fait, tu rapportais l'avion, une fois que tu avais fini ton travail, il en disposait. Ça te faisait pas de la peine de voir des avions brûler comme ça, juste pour brûler des traces, en fait? Je présume que c'est pour ça, là? Ben, ça me fait pas de la peine, c'est pas à moi, là. C'est la job. Moi, je payais pour faire la job, livrer l'avion. Eux, ils décident... T'avais jamais besoin de les ramener, ces avions-là? On faisait ça à l'époque. Mais ça a arrêté... on a fait ça pendant peut-être 2 ans. Tu t'exposais pour rien de le ramener? On s'exposait pour rien. La valeur de la machine était minime comparée au profit fait avec le cargo. Puis les complexités de ramener les avions en Colombie, de remettre les enregistrements légitimes dessus, impliquait beaucoup de subterfuges, là, que c'était vraiment pas nécessaire à la fin. Il était bien mieux de calculer le prix de l'avion. Puis c'est quoi la plus grande valeur d'un avion? Comme un convert comme ça, on achetait ça pour 400-500 000 US. Là. Ah, ouais. Ouais.
Puis après, ça faisait un vol, merci, bye. Ben, on faisait 2 ou 3 au début, là, mais en dernier, surtout pour le Mexique, on les abandonnait là, puis ils brûlaient là. Bon. Même les caravelles, puis les jets, brûlaient ça là-bas. OK. Fait que, finalement, on a parlé d'avions, là. Là, je veux qu'on arrive dans un petit jeu qu'on va faire, des avions commerciaux. On comprend que c'est pas... je peux pas te demander aller au hublot, c'est pas ta tasse de thé d'être assis dans un avion commercial en général, parce que t'aimes pas ça, puis tu fais pas ça parce que les vacances, ça t'intéresse pas, tu t'ennuies. Fait que si je te disais, je te demandais, par exemple, les meilleurs pilotes, selon toi, sont dans quelle ligne aérienne, ou ça, tu sais pas, ou tu sais que ben non, les meilleures compagnies d'aviation ou les meilleurs pilotes, selon toi? Parce que moi, je me rappelle, d'avoir été au Bhoutan, et les vols, je pense, partent de Katmandou ou de Bangkok seulement, et qu'il y a seulement Druk Air qui vole là, parce que quand tu arrives, tu es dans les Himalayas, puis la ville... Ça prend un pilote comme toi, là, d'expérience, de brousse qui tourne puis qui descend comme à 45 degrés, puis il pogne la piste, puis après ça, quand il décolle, il y a comme une montagne, il faut qu'il tourne vite. Mais écoute, ça paraît extraordinaire quand on voit ça sur film, mais en fait, les pilotes qui sont là sont entraînés, sont habitués à ça. C'est leur milieu, c'est leur environnement. Puis, c'est pas plus difficile pour un autre, mais ça prend quelqu'un qui est habitué. C'est juste plus spectaculaire pour celui qui est assis dans l'avion. Oui. Parce que quand, mettons, je me rappelle, au Groenland, on en avait parlé l'autre jour, Narsarsuaq, là, tout le monde me disait que c'était le pire aéroport. Fait que mon pilote, moi j'étais copilote, on cherchait le fjord pour descendre, puis etc. Quand c'est pas ta job, puis t'as pas d'expérience là-dedans, la première fois que tu fais ça, tu sais, quand je présume que les premières fois que tu as fait de la brousse, puis tu t'accroches presque la cime des arbres. C'est mieux d'avoir eu des vérifications avant d'y aller. Parce qu'il y en a plusieurs, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'avions qui traversaient pour aller en Europe. Des avions fabriqués neufs. Puis il y avait beaucoup de femmes pilotes qui traversaient ces bombardiers-là, des jeunes femmes de 23, 24 ans. Là, de Women's Auxiliary Flying Corps. C'était toutes des femmes qui faisaient livraison. Là. Ramassaient les avions ici à Dorval, traversaient l'Atlantique avec ça. Ça, des jeunes femmes de 23, 24 ans, là, il y en avait plein comme ça. Là. Mais on n'en parle jamais. Mais c'est vraiment... Comment tu peux avoir une expérience de brousse si tu passes pas en rose-motte à un moment donné, puis ça doit donner quand même une petite frousse. Ben, tu commences à voler. Tu commences à voler. C'est pas une fois que tu sais piloter, là, tu t'arranges pour respecter le terrain, puis respecter tes capacités. Si tu dépasses tes capacités ou tes capacités de pilotage, tu vas te casser la gueule, c'est sûr. OK, mais parlons-en des capacités. Tu défies les odds, tu défies les capacités. C'est écrit dans le livre, tu m'en as parlé aussi, on l'a vu dans le documentaire. Quand ils disent qu'un avion peut prendre X 1000 tonnes là, de poids, toi, tu mets presque le double, puis tu réussis. Fait que, tu défies un peu. Pas tout à fait le double, non, mais considérablement juste de dépasser ce qui est écrit comme maximum dans le livre, ça te fait pas peur un peu, ça? Non, mais c'est calculé, ça. On le calcule d'avance. C'est calculé d'avance. On sait exactement ce que c'est que l'avion peut prendre. Puis il y a une technique que dans le fond, de pilotage. Ce que tu veux me dire, c'est que la limite imposée par le manufacturier... Ah, c'est pas nécessairement notre limite. C'est ça. C'est que toi, tu sais que tu peux aller un petit peu plus loin que ça parce que tu connais l'appareil ou tu connais le terrain. Tes habiletés de pilotage aussi, ça y va beaucoup. Hein, parce que... Décoller surchargé, ça doit prendre un peu plus de temps. Mais il faut savoir aussi que dans les premières années d'exportation des avions de Colombie, là, ils perdaient entre 40 et 60 avions par année en crash. En crash? Des crashs. Les gars qui essayaient de larguer, puis ils manquent de compétences. Là. C'est pas facile essayer de stabiliser un avion à 100 pieds au-dessus de l'eau, en pleine noirceur, là, pas de référence à l'horizon. Puis ça prend 2 minutes. Hein, c'est fini, là. T'as-tu déjà crashé, là? Non, mais j'ai crashé, oui. Mais pas dans des circonstances pareilles. Moi, j'ai mis les avions à l'eau intentionnellement. C'était prévu dans le plan. OK. Puis tu t'en sors facilement, là? C'est pas... On a dans l'imaginaire collectif l'affaire du Hudson River, là, où le pilote est décollé de la Guadeloupe, puis qui a atterri dans l'eau. Puis que tout le monde sort de là quasiment avec le talon haut. Là. Ça se fait très bien. Ben oui, absolument. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça cale pas, un avion? Quand ça éventuellement. Mais quand il manque de fuel, il y a toujours de l'air dans les ailes. Là, puis la cabine pressurisée, c'est de l'air, ça flotte.
Okay. Puis en plus, au Hudson, là, mais les trains d'atterrissage touchaient dans le fond. C'est pas tellement profond là-bas. Ah, OK. Il avait frappé dans le fond. OK, fait que... Mais c'est un héros, ce gars-là, ou c'est... Ben, c'est pas un héros. C'est un gars qui a fait sa job comme il devait faire sa job. OK. Pas plus héros qu'un autre. Parce qu'on fait une enquête, puis ils ont essayé de dire qu'il a pas été correct, ou... Non, ils sont tous entraînés pour faire ça. Ça fait partie de l'entraînement normal. OK. Ça s'appelle un ditching. C'est pas la première fois. Dans les années 50, il y en a eu plusieurs, surtout en Hawaï puis la Californie. Dans l'Atlantique, il y en a eu quelques-uns aussi, qui ont été il y a des qui ont survécu. Ben oui. OK. Tu me parlais, toi, tu voyages, quand tu voyages, mettons, pour ton travail, quand tu voyageais pour ton travail de cartel ou peu importe, la CIA ou quoi que ce soit. Je demande toujours à mes invités, voyagez-vous léger ou en bagage ou en soute? Avais-tu beaucoup de bagages? Non. Tu me disais que tu voyageais parce que ton travail était de courte durée en général. Tu allais faire une mission, puis tu revenais pour ta mission était finie. Fait que tu partais pas des mots. Oh, non, on ne traîne pas de bagages. Tu traînes pas de bagages. Non, on traîne un carry-on. Si on a besoin de quelque chose, on la jette sur place. Puis souvent en voyage avec des faux passeports puis des identités. Oui, c'est ça. Ben, je ne savais pas si tu voulais en parler, mais tu m'as parlé de tes petits kits, là, quand tu avais un kit, parce que tu me demandais si j'avais un kit quand je voyageais. Je dis, ben oui, moi j'ai un petit kit, brosse à dents, etc. Là, dans ma grande naïveté, je pensais que c'était ça que tu faisais référence. Mais écoute, quand tu parles de kit, tu parles d'avoir plusieurs passeports, plusieurs monnaies. Oui, plusieurs identités, mais un passeport adapté avec des cartes, puis des pièces d'identification qui allaient toutes ensemble avec cette identité-là. OK, fait que, mettons, tu avais un autre nom ou tu avais... J'avais toujours un autre nom, mais je mettais tout John en avant pour que, quand quelqu'un m'adressait, c'était John, c'est habituel, parce que John, c'est commun. Pour pas te tromper. Pas se tromper. Fait que si tu dis Rodriguez, Miguel Rodriguez, mettons que tu as un nom espagnol. Non, mais tu n'as jamais un nom espagnol. Je suis pas un espagnol. Ça marche pas, là. Mais tu parles bien espagnol. Oui, mais je suis pas latino, là. Mais je pourrais passer pour un espagnol d'Espagne. Parce que c'est blanc, là. Mais les latinos, là, ça ne marche pas, là. Fait que tes passeports, c'était tous des noms américains ou des noms... Oui, anglais. Disons des... Avais-tu des noms francophones? Comme... T'en avais-tu avec Raymond Boulanger? Non. Ben non. Ben ça, à part que ma vraie identité. Oui. Mais c'est des vrais faux passeports. Parce que la CIA ou la personne qui te les fournit c'est CIA qui a du papier du gouvernement canadien. Oui, puis tous tes comptes de banque, puis tout ça, c'est tout attaché avec. Fait que quand tu arrives à quelque part pour faire un travail, là, c'est déjà tout sur place. Tu arrives déjà, tu as toutes tes cartes. Il faisait dans le temps, il faisait-tu des virements électroniques comme aujourd'hui ou il faisait des... Non, il y avait tout le temps du monde sur place, les autres. Ils ont du monde partout au monde. Ah, okay. Donc, ils font des dépôts sur place, puis ils t'attendent quand tu arrives pour faire le contrat. Tu traînes pas une grosse valise, tu traînes pas beaucoup de cash, tu as ton petit kit de passeport. Fait que les douaniers, toi, attendent à la queue tes valises dans un carrousel à l'aéroport avec un douanier, toi, c'est pas ta tasse de thé, là. Non. Fait que toi, t'arrivais, mettons, en Colombie, j'ai lu que il y avait des pistes cachées dans la forêt, puis ils tassaient des arbres en pot, je sais pas quoi, pour que tu puisses atterrir. Tu atterrissais, ils chargeaient, tu décollais, tu rentrais dans les pays, puis tu ressortais, toi, complètement en dessous du radar. Ouais. OK. Fait que t'avais pas à te soucier de déclaration Fait que toi, tu voyages pas comme... Clandestin. OK, c'est ça je pensais. Des airs, quand tu voyageais pour ton travail ou pour le plaisir, parce que je sais que tu as fait beaucoup d'heures de vol avec tes propres avions pour le plaisir, c'est quoi, selon pour nos spectateurs, quel est le pays où... en fait, ma question a deux volets. Quel pays tu trouves le plus beau des airs, puis quel pays tu trouves le plus beau au sol, dans ta longue carrière? Là. Qu'est-ce que tu as survolé, puis que là, la mâchoire t'a décroché, t'as dit « Wow, ça, c'est ce que je vois en bas. » Moi, l'Arctique, puis l'Antarctique, mais surtout l'Arctique, voir les icebergs, voir la calotte glaciaire au-dessus du Groenland, ou la jungle, ou la forêt amazonienne. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Disons, moi, j'irais l'Amazonie. L'étendue de l'Amazonie, parce que c'est 3000 milles de long. La rivière Amazonie, là, ça part, ça débute dans le Pérou, près de l'Iquitos. Puis là, ça a quasiment 3000 km et plus, 3500 km. 6000 km. 6000? Oui, 6600, c'est le plus long fleuve au monde. Oui, mais je pensais 3000, 3500 000. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une fourche à Belém. On travaillait encore avec des milles. Des milles, oui. Ou des milles nautiques. Oui, les milles nautiques, c'est comme... Mais c'était loin.
C'était juste de la jungle. Fait que ça, c'est comme un... C'est comme un champ c'est comme un champ de brocoli un peu. Là, tu vois, comme, c'est à peu près ça. Puis les arbres, tout à peu près à la même hauteur. Là. Ouais. Puis plein de rivières. Puis des souches. Mais toutes venant dans l'Amazonie. Puis toutes les rivières allaient vers l'Amazonie. Tu as travaillé aussi, je pense, en Asie, Thaïlande, ou ça, c'est d'autres choses. Cambodge, ou je sais pas quoi, dans ce coin-là. Ça, c'est rough un peu. Le décor est-tu aussi beau c'est magnifique comme beauté, là. Mais c'est les airs, mais pas au sol. Pas au sol. Au sol, c'était moins le fun, quoi. C'est vidangé pas mal, là. les villes sont sales. Et c'est surpopulé. Où t'es allé dans ce coin-là? Pas mal tout partout, là. Toujours pour ton travail? Oui. Fait que l'endroit préféré au sol, tu dirais, c'est où? Dans ce que tu as aimé, tu sais, que tu aimes la vibe. Ma ville préférée, là, c'est Carthagène, en Colombie. Carthagène. Le nord de la Colombie, là, la Colombie, c'est un pays extraordinairement beau, là, magnifique. Les gens sont vraiment amables. J'aime beaucoup la Colombie pour ça. Le Mexique aussi. J'aime la culture mexicaine, j'aime la musique, puis la bouffe. Puis, la bouffe, oui. Tu manges épicé? Est-ce que tu manges épicé? Oh oui, oui. Ah oui? Super épicé. Comment ça, les petits piments, là, habanero? Là, Habaneros. Ah ouais, c'est ça. Toi, t'as pas de problème avec ça? Non. OK, Tabasco, moi, je mets une goutte ou deux dans mon blodé César. Toi, tu peux en mettre plus, c'est ça? Oui, nous autres, on faisait une joke quand j'étais plus jeune, là. On prenait une shot de tequila puis une shot de Tabasco. Oh! Mais pas la même quantité, là. Une goutte ou deux. Oui, un shooter, là. Un shooter de chacun. Un par-dessus l'autre. OK. Je te raconterai pas, j'avais pas de problème de constipation après ça. Non, c'est ça. Au niveau de voyager avec du danger, parce que tu as toujours vécu dans un certain degré de dangerosité, y a-tu quelque chose que tu as fait que personne d'autre a fait en termes de conduite d'avion ou de patente que tu dis, hey, celle-là, là, j'ai réussi, mais je connais pas personne qui aurait été capable. Le vol de Casey. Comment? Le vol de Casey. Le vol de Casey. Mm-hmm. Ah oui, parce qu'il y avait 45 gallons de fuel, je pense. Oui, mais c'était une bombe volante. C'est une bombe parce qu'il y avait beaucoup de gaz dedans. Puis, c'est lourd aussi, en plus. C'est très, très délicat. Hein. Faut vraiment. C'est quelle sorte d'avion c'était, celui-là? Un Convair 580. Puis ça t'avais, mettons, une capacité de poids dans le livre, là, par rapport à ce que tu as fait en réalité, c'était quoi? Normal, c'était, maximum permis, c'était 52 500 livres. Nous autres, on décollait ça à 70 000. OK, fait que quasiment 50 plus. Ça volait très bien. Les moteurs, c'est fort. Mais ça doit être plus long à lever, non? Oui, mais tu prends toute la piste. Tu n'essaies pas d'arracher ça trop tôt. Tu prends un surplus de 20 de ta vitesse normale de décollage. Et tu restes à terre, puis tu prends toute la piste, puis quand tu l'arraches, tu essaies de rester en l'effet du sol, comme il y a un coussin d'air en dessous de l'avion, la compression d'air. Ouais. Puis ça permet à l'avion d'accélérer. La portance qu'il appelle. C'est ça, la portance? Oui, la portance. L'accélération, à une vitesse de portance, ça a déjà décollé. Fait qu'il y a de la portance. Mais quelle est l'idée de rester tu peux le perdre très vite. Non, tu as juste à lever le nez un degré ou deux, là, puis toute ta vitesse, c'est fini. Là. Tu la perds, puis pataf, ça écrase. Mais il faut que tu laisses accélérer l'avion lentement. Faut t'atteindre 180 nœuds indiqués là, avant de même penser d'ajuster le manche un peu, de lever le nez. Alors, ce vol-là, tu partais de Colombie, c'est ça? Oui. Puis tu t'en venais straight pipe au Québec ou t'avais pas de... C'est combien d'heures, ça? C'est long, ça? Non, c'est 9 heures. Mais tu contournais, dans le fond, la Floride? Tu longeais... Non. Tu passais au-dessus des États-Unis? Non, jamais de la vie. On passait au-dessus de l'Atlantique. C'est ça, fait que tu contournes la Floride. On n'a pas besoin de la Floride. Quand tu pars de la Colombie, là, t'es déjà... Ah oui, parce que l'Amérique du Sud est un peu... Fait que tu passes quasiment... Je dirais qu'au nord, t'arrives après au-dessus de la République dominicaine. Puis après ça, Bermude. Puis après ça, t'as Halifax, la Nouvelle-Écosse. Puis là, parallèle avec la frontière canadienne. Du Nouveau-Brunswick avec le Maine, jusqu'à concurrence d'Edmonton et Nouveau-Brunswick. Puis là, t'es dans le Canada. Mais coupe pas à travers. Là. Tu pourrais couper à travers, mais tu passes dans l'espace américain. Il faut que tu voles plus bas que... Pour pas être... C'est quoi les radars? Ben, on l'écoute. Les radars, il n'y en a pas, là. Les radars... À Moncton, il y a une grosse base. Oui, mais c'est pour le contrôle aérien. Mais un avion, c'est pas des airs, ça? Oui, mais quand tu fais tes transpondeurs, il y a des manières de communiquer. Avec un transpondeur, c'est des codes, tu les signales, puis c'est des codes numériques qui sont assignés à un avion en particulier sur un plan de vol. Mais quand ton transpondeur est fermé, là, il ne voit pas, là.
Ah, OK. Bien, c'est ça, il disait, je l'ai lu dans le New York Times la semaine passée, qu'il y a des pirates, enfin, pas des pirates, mais des marchands qui veulent contourner l'embargo américain et que sur leur transpondeur, ou c'est le bidule dans l'avion là, qui émet un signal, comme c'est des avions de ligne ou des avions de cargo de marchandises, ils font rerouter ça sur un clone ou un autre affaire qui laisse croire que l'avion est, mettons, à droite, mais en fait, il passe là pour aller contourner un embargo américain pour livrer de la marchandise à des places qui n'ont pas le droit de livrer. Fait qu'ils peuvent fausser. Ça se peut, ça, qu'ils peuvent fausser. Oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de vols comme ça, surtout pour le Moyen-Orient, là, pour détourner les embargos américains, justement. Fait que t'as quelqu'un qui a un faux transpondeur sur lequel tu te relèves? Non, tu peux le faire avec... Mais pourquoi tu fais juste pas fermer ton transpondeur? Non, tu fermes ton transpondeur quand tu veux pénétrer clandestinement dans un pays. Mais quand tu voles sur un plan normal, à faire de la livraison de marchandises, mets le transpondeur sur un plan de vol comme tout le monde. Mais un transpondeur fermé, t'as aucun signal là, qui s'émet, là. Hein? Mais toi, tu sais t'es où quand même? Oui, mais le radar, le technicien radar, soit dans les avions qui te poursuivent, ou les autres, si tu as un transpondeur allumé, ils vont voir le code digital pour ton avion, ils vont t'identifier juste avec ça. OK. Mais, comme on voit des fois là, sur Flight Map, là, tu peux voir tous les avions dans le monde, tous les bateaux dans le monde. C'est tout dans l'ordinateur, ça. OK. Mais quand tu n'es pas dans l'ordinateur, c'est too bad, ils ne te voient pas. Fait que la différence entre le voyageur lambda là, qui paye pour son billet d'avion, toi, d'habitude, tu es payé pour faire un vol en avion, right? Ben, d'habitude, oui. Fait que t'as-tu déjà payé pour faire un vol d'avion, à part commercial, là, peut-être pour tes vacances ou quelque chose comme ça? Oui. Ouais? Oui. Mais pas souvent. Pas souvent. Mettons, si tu calcules les crédits et les débits, tu as eu plus de revenus de vol que tu as eu de dépenses de... fait que tu voyages pas comme les gens qui font des budgets puis qui préparent leur compte de banque pour pouvoir payer leur billet d'avion. Tout ça n'a jamais été vraiment un souci pour toi. Non, mais j'ai toujours eu accès à des avions. Hein. Quand on a besoin de voyager, on prend nos propres avions. Ah, OK. On a des copains qui ont des avions de sport tout petits, puis jusque des jets privés extrêmement de luxe. Fait que quelque part entre tout ça... Toi, tu peux piloter ça aussi, un jet? Oui. Oui, OK. Parce que je me rappelle, quand on a fait l'article, j'ai traversé l'article, mon ami et moi, on avait un souci de fuel. Il disait il y a des places qui n'avaient pas du jet fuel, ça c'est pour des turbines, c'est ça, des turbines? Puis les autres, c'est comme des avions à hélice ou si... Oui, c'est du gaz green, du 130. Ah, OK, c'est ça. Puis ça, il n'y en avait pas partout. Oui, sans plomb, naturellement. Tu sais. Ah. Il y avait un souci. Il y a une pénurie de ça dans la livraison parce que quand tu livres un baril de gaz dans le Nord, là, ça coûte cher. Là. Hein? Puis normalement, c'est quoi? C'est du jet fuel qu'ils prennent? Parce que c'est des avions. C'est une turbine. Turbine, OK. Si tu avais à décrire ton occupation professionnelle, tu dirais-tu pilote, professeur de pilotage, courtier en avion? Parce que je sais que dans ta vie, tu avais tes écoles de former les pilotes pour Pablo Escobar, mais tu as aussi fait du commercial d'île en île, tu as formé des pilotes. Tu avais des avions, tu achetais puis tu revendais des avions aussi. Oui. Fait que, si tu avais à qualifier... Moi, j'étais un businessman. Et voilà. Un homme d'affaires. Qui a une habilité, une de mes habilités, c'est de piloter des avions. Piloter des avions. Parmi d'autres choses. Ta passion, elle continue toujours. Parce que tu me contais que tu voulais restaurer un rare avion là, récemment. Je ne sais pas si tu as le droit d'en parler ou si tu peux en parler. Oui, c'est moi le projet. Mais là, j'essaye de réorganiser la finance pour ça. Parce que l'avion, si jamais vous avez des sous, vous voulez financer un projet intéressant, Raymond, vas-y, parle-nous-en. C'est un avion c'est le premier avion de la ligne aérienne Canadian Pacific Airways en 1943. Ça, c'est l'appareil qui a servi à Canadien Pacifique. Ça a été fabriqué en 1943, puis ça a été saisi tout de suite par l'armée américaine pour des travaux de guerre. Puis ils l'ont emmené en Indonésie. Puis ils ont converti un avion de ligne? Non, c'était un avion de transport. C'est pas un avion de ligne, c'est un avion de transport. Ça peut servir de ligne, ça peut servir comme bombardier. En fait, ça a servi dans plusieurs rôles, ce genre d'avion-là. Mais cet avion-là en particulier, c'est un avion que l'armée servait comme liaison. Mais pour les 2 ans qu'ils l'ont eu en Indonésie,
après qu'il a été fabriqué. Ça n'en a presque pas servi. Ça fait qu'ils l'ont mis en vente aux enchères. Et puis, ça a été acheté par la compagnie qui est devenue Canadian Pacific Airlines à sa formation en 1943. Alors, elle voyageait partout à travers, surtout au Québec. Et fait que c'est un avion historique parce que la Canadian Pacific Airlines n'existe plus aujourd'hui. C'était à l'époque une très, très grande compagnie avec une renommée mondiale. Ouais. Mais ça, c'est leur premier avion. C'est cet avion-là. Puis, il s'est écrasé, là, non? Non. Ils l'ont atterri dans une swamp, là, dans le nord. Là. Il n'a presque pas endommagé. Mais comment il s'est ramassé? Et où? Au Québec? Oui, 40 km du lac Pau, à peu près une centaine de milles au nord de Shefferville, dans le nord du Québec. Puis comment il s'est ramassé, là? Ben, ils l'ont atterri sur le ventre. OK, mais pour s'en débarrasser? Non, pas pour s'en débarrasser. Je dirais pas toute l'histoire, mais j'ai su que c'était comme... mais pourquoi pas? Il n'y avait plus de contrat de photographie à l'époque, fait que la meilleure façon, là, c'était de collecter les assurances. Fait que OK. Ils l'ont atterri là. C'est trop de trouble. C'était plus payant. Oui, pour collecter les assurances, puis après ça, d'aller récupérer l'avion. Et là, il appartient à l'État? Il appartient à... Non, il m'appartient à moi. OK, toi, tu l'as acheté. J'ai acheté le projet. Et là, le financement que tu cherches, c'est pour le ramener, pour le restaurer. C'est ça. J'ai déjà des pièces, tout ici, des moteurs, toutes prêtes. Pour le refaire, le mettre dans un musée, le vendre, le revendre? Pour la postérité, puis le garder pour mettre dans un musée après. Ah, OK. Mais avec un avion qui vole, un avion avec un contexte historique, qui est vrai, qui a débuté, là, parce que c'est pas n'importe quel. Avec les pièces que tu as toutes achetées, il pourrait revoler. Bien oui. C'est mon intention de le faire voler. OK. Mm-hmm. Fait que tu voles encore, puis tu as encore des projets dans les avions. Ben, je vole avec mes amis. J'ai pas la force physique de voler moi-même, là, c'est parce que c'est beaucoup d'efforts, là. Même mon Cessna, j'ai de la misère à embarquer dedans parce que c'est sur flotteur puis c'est haut, là. Puis grimper là-dessus, là, c'est tout un effort pour moi à mon âge. Mais tu as quand même l'intraveineuse et de l'avionnnerie dans les veines. Là. Ça te lâche pas. Là. On le voit dans ton œil. C'est ben oui, on a une gang de copains. Dès que tu parles d'avion, ton œil pétille de passion. Il y a un petit hangar là, à Smith Falls, en Ontario. C'est tous des copains à moi. Puis c'est tous des gars un peu fous comme moi. Là. Bon, on se casse des règlements. Mais tu as une collection d'avions privés dans ça. Là. Puis des affaires historiques. C'est très rare. Il y a un Ryan, un PT-22, qui est identique à celui-là que Harrison Ford a atterri sur le terrain de golf il y a quelques années là, en Floride. Oui, il avait pris la mauvaise piste, là. Oui, bien, il a atterri sur le terrain de golf. Il a atterri sur le terrain de golf. Oui. Puis il a magané l'avion pas mal, mais il n'a pas été reconstruit. Mais l'avion Harrison Ford, puis celui-là, c'est les seuls deux au monde là, qui existent de ce genre d'appareil-là. Fait que ça n'a pas de prix, là. Fait que lui, il est pilote, Harrison Ford. Oh, oui. On voit John Travolta qui a sa maison avec tous ces avions qui arrivent dans son driveway, là, qui se parkent. Là. Oui. Si on google ça, là, c'est... Il est encore là. C'est encore la même place. Ah ouais? Oui. Fait que là, tes amis de Smith Falls, c'est ça que tu dis? Smith Falls? Smith Falls, oui. C'est des collectionneurs ou si c'est des... C'est un collectionneur qui a pas mal tout ça, lui, là. Il y a 3-4 petits jets dans ça. Il y a plusieurs avions super rares, là. Des belles machines. Et lui, ton avion de Shefferville, là, il n'est pas intéressé? Ben, on est en train de s'en parler, là. Ah ouais? Oui. OK, ben écoute, tiens-nous au courant de ce beau projet-là. Écoute, je te remercie beaucoup. Je rappelle aux spectateurs qu'il va y avoir un documentaire. Il y a une série aussi télé sur ta vie. Oui. C'est Bell Media. Bell Media, ça va être sur Bell. Avec Patrick Huard qui joue ton Qui va jouer mon rôle. Qui va jouer ton rôle. Est-ce qu'il te consulte? Est-ce que... Oui, on consulte. Ça fait déjà 4 ans et plus qu'on travaille ensemble. Là. OK. Et puis, je parle encore justement hier avec les écrivains là, pour ajuster les scènes. Ça va couvrir pas mal tout. Ça va être pas mal intense comme série. Oui, puis c'est comme plusieurs épisodes. C'est 8 épisodes. 8 épisodes d'1 heure? C'est comme une série documentaire ou c'est une fiction de ta vie? Non. C'est une série. Une fiction. Ça va être semi-fiction. Romancé, mais ils partent avec toi comme matière première. C'est ça. Ils fignolent, puis ils enrobent ça. Mais, ça va être dans le genre Narcos, ça. Ah oui, OK. Mais ils ont mis un gros budget. Bell Media a mis un énorme budget. Là. Budget pour le Québec. Là. C'est beaucoup. Là. 5 millions par épisode. Là, c'est beaucoup pour le Québec. Ben parce que je présume... À moins qu'ils fassent ça dans des décors, mais ils vont être obligés d'aller tourner un peu à l'étranger. Oui, ils vont tourner partout ailleurs, oui. Puis il faut qu'ils retrouvent des avions de ce temps-là, là. Ben, il y en a. Il y en a? Oui, c'est planifié. Ouais.
Fait que toi, tu vas-tu suivre le tournage? Je vais travailler comme consultant sur le tournage. OK. Puis est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que Bell envisage mettre ça Commence à tourner au printemps, je pense. prochain? Oui. Fait que, puis ça, d'habitude, quand il lance une série, il tourne dans les mois qui suivent, puis après, c'est le montage. C'est ça. Puis c'est ça. Ça va C'est être, ça. Donc, d'ici 1 an ou 2, on va Mais voir là, les ça. scénarios sont pas mal tous écrits. Là. Ils sont rendus... ils m'ont dit hier, les écrivains, qu'ils allaient finir les scénarios, les textes, avant la fin de l'année, pour débuter, filmer dans l'année qui s'en Est-ce vient. qu'ils te demandent, quand les auteurs font le scénario, mettons l'épisode 1, l'épisode 2, est-ce qu'ils te le soumettent avant ou après qu'ils l'ont écrit, mais je veux dire avant de dire, ben c'est-tu correct ça? Puis, Oui, c'est moi qui ai le dernier mot. Ah oui, mais là, il y a la soumission qui est faite pour Bell, là, c'est préparé. Ouais. Puis là, le budget de production, là, ben, il est placé. Mais ça va se tourner, c'est comme ça s'écrit pas de A à Z. Tu vas écrire un petit bout de ça, puis tu vas aller ici. Là, il saute, là, puis dépendant des circonstances. Parce qu'il faut des fois, ils ne tournent pas en séquence. Ils peuvent tourner toutes les séquences d'été, toutes les séquences à l'étranger, toutes les séquences d'hiver. Après ça, ils font ça au montage. C'est ça. C'est compliqué. Ça doit être excitant quand même, ça, ce projet-là. T'aimes-tu ça? Tu trouves ça le fun? Oui. Ben non, mais ça te donne... Tu sais, le documentaire, je comprends, là, qui est très intéressant, de 4 heures, là, qui est déjà en ondes. Mais ça, c'est plus documentaire. L'autre, c'est ta vie romancée. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un peu comme American Made ou des films, le film avec Tom Cruise qui est... C'est-tu l'histoire de Barry Seal ou ton collègue qui était? C'est ça? Fait que c'était comme ton pote, lui. Son nom, c'est Adler Barrymore Seal. Lui, c'est un... C'est un pilote avec nous autres. Si je me rappelle... C'est un ancien CIA, lui aussi. Mais lui, il vivait plus dangereusement, lui. Non, même chose que nous autres. Okay, mais lui, il était avec la gang originale Air America dans l'Asie du Sud. Mais ta réputation qui a traversé puis qui a fait la pérennité de ta carrière et fait que tu es un homme tellement intègre et tellement droit sur l'honneur et sur le silence et sur l'intégrité de ce que tu faisais comme travail, tant que la mafia, puis tu t'aurais pu peut-être sauver au lieu de faire 22 ans en prison. Tu as une réputation d'un gars hyper... alors que d'autres personnes... on lisait dans ton livre Griselda Blanco, là, qui était une crackpot un peu, qu'elle, je parlerai pas d'elle. Elle a travaillé pour un groupe à Miami, mais... Puis qu'elle contrôlait tout le monde, puis dès qu'elle t'avait pas en face, ça pouvait te faire descendre. Je ne ferai pas de commentaires sur elle, mais... Non, mais dans le livre, ils disent qu'elle a tué 200 personnes. Oui, elle était responsable, elle était meurtrière sanguinaire. Etc. Alors, il faut que tu sois... Toi, tu aurais pu t'exposer dans ta carrière, puis je termine là-dessus, mais sur le fait que ta réputation d'homme qui faisait son travail puis qui dépassait pas le cadre, donc ton silence, etc., t'a valu toute cette... ça s'appelle respect, ça. Respect, c'est ça le mot que je cherchais, en fait. Il y en a d'autres dans ce milieu-là qui sont plus là, plus, qui sont plus là parce qu'ils parlaient. Mais t'as toutes sortes de monde, vraiment... Pour te rendre dans l'antichambre de Pablo Escobar ou de la CIA, je présume que c'est parce que ils sont tous chums ensemble. J'ai vu tous dans la même pièce, Pablo inclus. Avec la CIA? Avec le CIA, avec George Bush, puis avec Manuel Noriega dans la même pièce. OK. C'est que, je veux dire, c'est pas besoin de tout, c'est pas compliqué, là. Une vie tout simplement époustouflante, passionnante, surréelle. Je vous invite à acheter son livre. D'abord, c'est très intéressant et c'est un bon résumé. Ça se lit extrêmement bien. Il y a des photos, c'est documenté. Tu es d'accord avec le contenu de ça? Oui. Il y a le documentaire aussi que je vous invite à regarder sur la vie de Raymond qui est passionnante. Ça a gagné 6 prix aux Gémeaux de l'année passée. Bon, alors... Meilleur documentaire, puis encore numéro 1. Fait que, sur les ventes. Sur des ventes, mais donc c'est fabuleux, et la vie et le documentaire. Et ce qui s'en vient à Bell Media, sur un canal ou une station ou un poste, on dit un poste de télé, j'en ai à mon temps. Maintenant, c'est des plateformes. Alors, sur une plateforme d'ici 1 an ou 2, avec Patrick Huard qui va incarner la vie de Raymond Boulanger. Merci beaucoup, Raymond. Je sais que ça t'a pris pour venir ici, ta santé, les déplacements, etc. Merci à Anne qui a fait le taxi aussi. J'apprécie beaucoup, beaucoup ta générosité. Tu es un gentleman. Moi, j'ai appris à te connaître depuis peu, mais je suis impressionné et je te remercie beaucoup pour ta générosité aujourd'hui.
Oh, ben, ça m'a fait plaisir, Sergio. Very good. Sarto. Sarto, excuse. Alors, merci beaucoup et on se revoit pour un prochain podcast Gimme a Break World Tour.